Oui, gros projet aujourd'hui, enfin en tout cas gros programme d'échange. Alors je vais essayer d'être la plus concise possible parce que les présentations PowerPoint, alors c'est pas que j'aime pas ça, hein, mais en tout cas dans ma pratique professionnelle, c'est pas ce que je préfère et je trouve que les interactions sont toujours beaucoup plus riches. Après en avoir échangé avec Juliette, c'est vrai que je lui avais informé que c'est quand même malgré tout quelque chose qui, je trouve, en tout cas, manque au sein de notre champ, notre vaste champ maladie rare, à savoir en savoir un peu plus. Et moi, c'est quelque chose qui a pu me manquer à la fois dans ma pratique de maman, mais aussi avec ma casquette de représentante associative, où quand on crée son association et qu'on arrive dans ce champ qui est hyper structuré. Il n'empêche qu'on se rend compte qu'on ne connaît que la moitié des sigles, des acronymes, etc. Et il faut tout repenser et essayer de tout comprendre. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est effectivement de faire en sorte que ce soit le plus limpide possible pour que voilà, pour que les acronymes n'aient plus de secret pour vous. Et donc, je vais essayer de faire en sorte, en tout cas, que ce soit le plus clair possible pour vous. C'est un peu frustrant hein, de ne pas vous voir, mais bon, peut-être que j'aurai la chance de vous voir tout à l'heure. Alors, je me permets de revenir, je vais refaire un tout petit peu d'histoire, juste parce que ça me semblait important en fait de rappeler que la structuration de notre champ, justement en France, dans les maladies rares, elle vient de l'engagement associatif. Elle vient des associations de personnes malades. Alors au départ, il n'y en avait pas beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup les comparer un petit peu à ACT UP, parce qu'en fait, il y avait quelques associations qui existaient, qui regroupaient des pathologies totalement différentes, puis en fait, qui se sont rencontrées et qui se sont dit, mais en fait, on a des pathologies qui sont totalement différentes, mais finalement, on rencontre les mêmes problématiques. Et, euh, et en fait, ce sont ces associations-là qui se sont alliées et en fait qui ont porté haut la voix des malades en disant mais il faut faire quelque chose. Alors quand je dis que j'ai comparé à ACT UP, attention, hein, c'était pas dans le sens faire des actions coup de poing, mais ACT UP a été vraiment essentiel dans la lutte notamment contre le VIH, enfin, en tout cas pour faire entendre que c'était une pathologie qu'il fallait prendre en compte et sur laquelle il fallait travailler avec les pouvoirs publics. Donc voilà, enfin c'est mon petit point de ressemblance. C'est peut-être pas forcément le bon, mais en tout cas voilà, je trouve en tout cas qu'il y a des choses un peu communes. Donc voilà. Donc, pour moi, ça semblait important de vous rappeler la force, en tout cas, de l'engagement associatif, et donc du coup, qui a permis la création de l'Alliance Maladies Rares en 2000. Alors très rapidement, mais je ne vais pas rester trop dessus. Puis de toute façon, Juliette vous enverra le PowerPoint, mais l'Alliance Maladies Rares, donc du coup, c'est vraiment le regroupement de ces associations qui a créé l'Alliance Maladies Rares, qui est une association aussi, hein. Donc c'est un peu plus de 230 associations de personnes atteintes de maladies rares. Donc c'est elle qui s'occupe de ce fait aujourd'hui, de porter la voix des 3 millions de personnes qui sont concernées par les maladies rares. Et puis après, bien évidemment, elle est très actrice dans tout ce qui va être de la co-construction des plans nationaux maladies rares, de défendre des lois, etc. Donc elle a des sièges un petit peu alors je ne vais pas dire partout parce que l'objectif c'est pas de se disperser, mais en tout cas dans des instances qui sont fondamentales dans les maladies que l'on représente aujourd'hui. Alors du coup, les plans nationaux maladies rares. Donc tout ce qui existe, enfin en tout cas pour la structuration du champ maladies rares, tout ce qui existe actuellement découle de ces plans nationaux maladies rares. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous parce que sinon, ça va être imbuvable. Et puis en plus, j'ai pas la prétention non plus de les connaître par cœur, même si je les ai lus. Mais bon, il y a des choses que j'ai un peu lues en transversal. En fait,
le premier plan national maladies rares, donc qui a vu le jour en 2004, donc il a vraiment été impulsé par les associations de patients, comme je vous disais tout à l'heure. Donc il y a vraiment eu une prise en considération que les maladies rares devenaient un enjeu de santé publique. Et en fait, ces plans nationaux maladies rares, c'est vraiment ce qui a permis la structuration du champ tel qu'il existe aujourd'hui, sachant qu'en plus, on va vers le PNMR 4, donc ce qui veut dire qu'on va encore avoir sans doute encore plus de structuration dans les années à venir. Moi, j'ai tendance souvent à, en tout cas, je les compare pas, mais je trouve qu'en fait, la succession de ces plans, c'est un peu la construction d'une maison. Vous allez dire que c'est un peu bateau hein, comme référence, mais je trouve que c'est, enfin, en tout cas pour moi, je trouve que c'est plus simple de l'expliquer comme ça. En fait, le PNMR1, ça a vraiment été les fondations. C'est-à-dire que voilà, la France prend conscience que les maladies rares, c'est un enjeu majeur et qu'il faut absolument qu'il y ait un programme spécifique qui y soit dédié. Donc en fait, on met en place des centres de référence que vous connaissez tous, hein, donc, qui vont apporter une expertise sur des maladies qui se ressemblent. Et puis, dans le deuxième plan national maladies rares, et ben, en fait, on a commencé à construire les murs. Et dans la construction de ces murs, on a mis en avant donc l'importance de la création des filières et de leur structuration. Et puis, alors il y a d'autres choses hein, quand même qu'on met en place, parce que alors c'est vrai que sur le PowerPoint, je ne suis pas trop rentrée dans les détails, mais au-delà des filières de santé maladies rares, on aborde aussi la notion de centre de compétences, parce qu'on sait que il va falloir aussi travailler au plus proche de la personne atteinte. Et puis, alors bien sûr, il y a d'autres axes hein, qui sont majeurs, notamment la mise en place de la Banque nationale de données maladies rares, qui est essentielle et qui est plus qu'utile dans nos pratiques. Alors, si on parle des représentants associatifs, notamment pour tout ce qui va être de l'ordre de la recherche. Et puis, le PNMR 3, c'est un peu... alors pour moi, c'est un peu la toiture. J'espère que le PNMR 4, ce sera les fenêtres. Donc le PNMR 3, donc l'enjeu, c'était vraiment de faire en sorte qu'il y ait un diagnostic et un traitement pour tous et pour chacun. Mais bon, on n'y est pas encore, hein, mais ça viendra. Et en fait, dans ce PNMR 3, on vient encore plus renforcer donc la structuration de ce qui est déjà mis en place, à savoir les centres de référence, les filières de santé maladies rares, les centres de compétences, et on vient y ajouter quelque chose de encore plus territorial avec la création de plateformes d'expertise maladies rares. Donc vraiment, c'est ces plans nationaux-là qui nous permettent d'avoir une vision d'ensemble un peu globale sur voilà, qui chapeaute et comment les différentes structures, organismes interagissent les uns avec les autres. Et puis dans le PNMR 3, il y a un truc important aussi, même si c'est pas en rapport avec le parcours de soins, mais c'est aussi, moi je trouve important, enfin je trouvais important de le stipuler là aujourd'hui, parce que vers la fin du PowerPoint, on arrivera rapidement sur le parcours de vie, mais c'est dans le PNMR 3 qu'il est aussi impulsé la notion de recherche dans les sciences humaines et sociales, et donc avec vraiment une prise en considération du parcours de vie des malades. Donc voilà, je vais aller très vite, hein, parce que ce que je vous disais, voilà, le PowerPoint, vous l'aurez, donc il y a des slides sur lesquels je vais aller un peu vite. Donc là, c'était un peu pour reschématiser le plan national maladies rares 3, donc avec le soin des patients, avec tout ce qui va être de l'ordre de l'expertise avec les RCPI, les PNDS, etc., et puis la prise en charge, la coordination donc, des différents centres, l'enseignement et la formation et la recherche. D'ailleurs, vous pourrez voir tout à l'heure qu'il y a des corrélations avec
avec ce qui sera présenté notamment dans les centres de référence. Alors, j'ai gardé cet encart, mais parce qu'on attend toujours le décret de la DGOS sur la relabellisation. Donc, en tout cas, troisième plan national maladie rare, nous étions à 381 centres de référence et 1844 centres de compétences. Bon, là, du coup, je vais assez vite aussi, puisque du coup, c'est déjà des choses que j'ai abordées dans les premières slides. Alors, les filières de santé maladies rares, ce sont donc les filières, donc il y en a 23, je pense que vous les connaissez un peu. Donc là, on est regroupés ensemble avec Andirard. Donc c'est ce qui va permettre en fait de rassembler, et de coordonner un ensemble d'acteurs qui vont être impliqués dans les maladies rares et dans leur prise en charge, sachant que comme il y a 23 filières, ces filières, elles couvrent un champ qui est assez large, mais qui est responsable d'une atteinte d'un même organe ou d'un même système. Alors, pour faire assez simple, alors je vais revenir en arrière après, mais pour illustrer, mais je pense que vous savez tous, c'est-à-dire que, par exemple, donc là, dans la filière Andirard, on est sur les anomalies du développement. On peut très bien avoir, par exemple, la filière, je ne sais pas si je prends cardiogène, par exemple, on est vraiment sur les maladies qui sont cardiaques, héréditaires ou rares. Donc, en fait, les filières ont vraiment été créées soit par groupe de pathologies qui sont en lien avec un organe, soit des pathologies qui ont des caractéristiques communes. Enfin, l'objectif, c'était vraiment de faire en sorte qu'il y ait vraiment une cohésion d'ensemble sur un groupe de pathologies. Donc les filières de santé maladies rares, leur mission essentielle, parce que, bon, elles en ont plus que ça, mais en tout cas les 4 missions qu'il est important de retenir, c'est d'améliorer la prise en charge des patients, de coordonner et d'encourager la recherche, de développer la formation et l'information, et bien évidemment de participer au réseau européen. Tout ça, bien évidemment, en lien avec l'ensemble des acteurs, à savoir donc ce que je vous présente là sur la carte, les associations de patients qui, en plus, pour la plupart, sont membres des gouvernances de filière, puisque c'est dorénavant obligatoire. Les équipes hospitalières, bien évidemment, centres de référence, centres de compétences, les sociétés savantes, des laboratoires, le ministère, forcément, la DGOS, les agences régionales de santé, les acteurs du médico-social, les professionnels de santé et de ville. Après, bien évidemment, les plateformes, la plateforme Maladies rares en France, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, parce que je ne l'ai pas abordé dans un premier temps. Je voulais vraiment faire l'effet entonnoir. Donc voilà pour les filières de santé maladies rares. Donc les filières de santé maladies rares, elles sont toutes coordonnées par des professionnels qui sont dans les centres de référence maladies rares. Donc le centre de référence maladies rares, ça me semblait important de le redéfinir. Donc sachant que avant de le redéfinir, juste pour qu'on soit au clair, en fait, le centre de référence maladies rares, il peut être tout seul, donc il peut être monocyte. Donc ça voudra dire que c'est le site coordinateur. Mais il peut être aussi multisite. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un site coordinateur et il peut y avoir un ou plusieurs sites constitutifs. L'objectif, c'est justement de peut-être pouvoir aussi partager un peu la charge de travail, sachant quand même que pour être un site constitutif, il faut
il faut remplir des critères, bien évidemment. Peut-être que certains d'entre vous ont participé à la relabellisation des centres de référence et de compétences. Donc peut-être que c'est des choses qui vous parlent. Le pilotage donc du centre de référence, il est pour 5 ans. Donc avec une relabellisation tous les 5 ans pour être sûr que le centre soit de référence, soit de compétences, soit toujours bien sur les missions qu'on lui demande. Donc il est, j'aime pas juger, donc je vais utiliser le terme évaluer. Donc il est évalué sur les missions qu'il doit effectuer et que je vais me permettre de détailler tout à l'heure. Voilà. Donc le centre de référence. Donc c'est vraiment, enfin l'objectif c'est vraiment d'être sur des compétences qui sont pluridisciplinaires. Donc en fait, ça va rassembler effectivement une équipe hospitalière qui détient une expertise qui est avérée pour un groupe de maladies rares. Donc son activité, elle est vraiment variée et elle va se développer dans plein de domaines, hein, que ce soit de l'enseignement, de la formation, de la recherche, dans le soin, bien évidemment. Et en fait, elle est aussi, enfin, ce centre de référence, l'équipe médicale va aussi intégrer, enfin, va devoir intégrer ou va intégrer et des compétences paramédicales, éducatives, sociales, psychologiques. Enfin, on est vraiment sur enfin, voilà, je parle de compétences pluridisciplinaires parce que c'est vraiment important. Donc le centre de référence, il assure à la fois une prise en charge de proximité dans son bassin de population, mais il a aussi bien évidemment un rayonnement au niveau régional, national, européen et alors on dit voire international, mais la plupart du temps quand même on tombe vers l'international. Et c'est ce à quoi on tend d'ailleurs avec le PNMR 4. Le centre de référence, donc, il peut être couplé à des centres constitutifs, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour assurer collégialement ses missions. Donc le centre constitutif, pour devenir centre constitutif, il faut assurer des conditions. Alors là, je vous les ai notées, mais en fait, une seule suffit. Donc, c'est assurer une complémentarité d'expertise ou de recours ou de recherche ou de formation pour une des maladies rares qui est prise en charge par le centre de référence, ou bien d'assurer une prise en charge pédiatrique ou adulte qui va devenir complémentaire à celle du site coordinateur, ou alors assurer les mêmes activités que le centre de référence. Alors, pour les missions du centre de référence, donc c'est celles sur lesquelles, bien évidemment, ils sont évalués pour être de nouveau relabellisés ou labellisés en portant une nouvelle candidature. Donc, on a effectivement une mission de coordination, donc plus particulièrement en fait par le site coordonnateur. Donc il y a vraiment une structure de la gouvernance du centre de référence en associant un représentant de chacun des acteurs de la filière de soins, donc les filières de santé maladie rare dont on a parlé tout à l'heure. Donc son objectif, c'est d'identifier, de coordonner et d'animer bien évidemment la filière de soins, à la fois dans son bassin de santé, mais aussi au-delà en fonction de son périmètre de mission, enfin de mission de recours. Donc il assure bien évidemment l'animation, la coordination des structures qui le regroupent, et puis il définit forcément des actions d'information et de communication. La mission d'enseignement et de formation, donc là, en fait, l'objectif du centre de référence, c'est de promouvoir, c'est d'animer ou c'est de participer à des enseignements universitaires. Pas que, ça peut être aussi post-universitaire, ça peut être extra-universitaire, donc toujours dans le domaine de la maladie rare ou du groupe de maladies qui les concerne. La mission d'expertise, donc là, cette mission, elle est plutôt en lien avec la prise en charge clinique de recours, en impliquant
l'organisation de réunions de synthèse ou de concertation pluridisciplinaire, donc les fameuses RCP, l'élaboration et la diffusion de recommandations ou de protocoles nationaux de diagnostic et de soins, donc les fameux PNDS, le recueil épidémiologique régulier avec la mise à jour de la BNDMR et bien d'autres encore, hein, je vais pas tout passer en revue. Alors la mission de recours, donc là en fait c'est vraiment parce que comme on est sur un fait qu'il y a une rareté de la maladie de prise en charge, le centre de référence, en fait, il va exercer une attraction, donc toujours pareil, régional, interrégional, national, international. Donc au-delà du bassin de santé, de son site d'implantation. Et donc il va assurer une prise en charge pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle de diagnostic, de thérapie et de suivi. Et bien évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, selon les cas, le centre de référence, il assure lui-même ou pas la prise en charge globale en fonction de si on a un centre constitutif ou pas. Alors après, on retrouve aussi bien évidemment tout ce qui va être en lien avec les programmes ETP, les RCP, j'en ai parlé tout à l'heure, enfin bon, voilà. Et puis donc la dernière mission sur laquelle il est attendu, c'est la mission de recherche, puisque là il est important en fait qu'il y ait une animation, une participation, une promotion à la recherche fondamentale, à la recherche translationnelle, la recherche clinique. Et donc il y a des publications qui sont réalisées très régulièrement et qui traduisent en fait l'activité régulière du centre de référence et qui contribuent en fait à mettre en avant sa reconnaissance dans son expertise. Donc voilà pour les missions des centres de référence. Donc les centres de compétences découlent des centres de référence et donc travaillent bien évidemment, vous l'avez compris, si j'ai bien expliqué correctement l'intérêt, les objectifs et les missions des centres de référence, le fait qu'ils sont vraiment en corrélation les uns avec les autres. Donc les centres de compétences, l'objectif c'était vraiment de pouvoir avoir une prise en charge globale et un suivi de patients au plus proche du domicile. D'éviter que la personne qui habite à Marseille soit obligée de venir en Bretagne parce que son centre expert, son centre de référence était là-bas. Donc les centres de compétences, en fait, ils ont une animation de réseau de soins, des articulations comme les centres de référence entre les centres pédiatriques et les centres adultes. Ils participent aussi, bien évidemment, aux missions des centres de référence, avec notamment les RCP, avec des publications, avec des projets de recherche. Donc, ce sont des centres à part entière qui ont une connaissance de la pathologie, même si ce n'est pas une connaissance experte. Une des grandes différences aussi avec les centres de référence, c'est que le centre de compétences est quant à lui non financé. Ce qui veut dire que c'est une activité complémentaire au centre hospitalier, mais sur laquelle il n'y a pas de fonds publics dédiés par la DGOS. Et donc, bien évidemment, ça peut aussi être parfois difficile pour certains centres de compétences parce que il peut y avoir une ampleur plus grande sur certains groupes de pathologies. Et donc, c'est aussi important que les centres soient réévalués tous les 5 ans, justement pour pouvoir donner de la place à d'autres centres qui, de par le fait qu'ils récupèrent une file active importante de patients, puissent par exemple prétendre devenir centre constitutif pour pouvoir avoir des financements et avoir voilà, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc en tout cas, d'avoir des moyens financiers pour assurer tout ce qu'ils mettent en œuvre au quotidien. Donc les missions des centres de compétences,
elles sont relativement similaires au centre de référence, même si elles sont beaucoup moins pointilleuses. Donc on est sur la participation au diagnostic des maladies rares, sur la mise en œuvre de la thérapeutique lorsqu'elle est disponible, bien évidemment. Tout le monde n'a pas les PNDS, etc. De suivre les recommandations et les protocoles qui existent donc dans les centres de référence, d'organiser la prise en charge des patients en lien avec les CRMR auxquels ils sont rattachés et l'ensemble des acteurs qui vont prendre en charge le patient, mais de manière proximale, donc c'est-à-dire vraiment au plus proche du domicile. Et puis de recourir aussi à l'expertise des CRMR quand il y a des besoins. D'ailleurs, j'ai une coquille sur ma diapo, donc je m'en excuse. Et à titre d'information quand même, parce que parfois certaines personnes pensent que ce n'est pas le cas, un centre de compétences a l'obligation, tout comme le centre de référence, de renseigner la Banque nationale de données maladies rares. Si on va dans un CHU qui n'est pas étiqueté centre de compétences, effectivement, un CHU lambda ne renseignera pas la BNDMR. En revanche, un centre de compétences, c'est vraiment important de mettre en avant le fait qu'il travaille étroitement avec le centre de référence. Alors là, je vous l'ai mis, mais c'est à titre indicatif si vous avez envie de le regarder un petit peu plus tard. Pour la relabellisation, voilà, vous avez un tableau qui vous permet de mettre en avant en fait comment on peut devenir site coordinateur, comment on devient site constitutif et qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir site de compétences ou pas, parce que c'est pareil, on se dit pas tiens du jour au lendemain tiens je vais devenir site de compétences dans les anomalies du développement par exemple. Il y a des critères auxquels il faut répondre, donc je vous laisserai regarder, enfin voilà, et puis après si vous avez des questions vous n'hésiterez pas, je vous laisserai mes coordonnées sans aucun problème. Donc pour récapituler, c'est pour ça que je vous disais, j'ai essayé de faire un peu entonnoir. Donc on a vraiment la filière de santé maladies rares là, qui est vraiment au cœur avec la coordination et l'animation des relations entre les différents acteurs du réseau. Et on voit bien que les flèches, elles sont toujours à double sens. Donc on se retrouve avec un ensemble de partenaires, enfin tout le réseau en fait de la filière santé maladies rares dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis qui est vraiment en lien direct avec le centre de référence maladies rares. Donc là, il y a les missions qui sont reprises. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi sur celui-ci. Alors, celui-là, il n'est pas de moi. Et en fait, on voit que les 4 missions. Et en fait, la 5e mission, elle est indiquée ici sur le site coordinateur avec la coordination qui est nécessaire dans le centre de référence. Et puis, les centres de compétences qui sont ici. Alors, ça ne veut pas dire que quand on est centre de compétences, quand je parle d'entonnoir, je veux pas que vous ayez l'impression que je les mets au plus bas. Hein. C'est pas du tout mon intention. C'est vraiment pour essayer de clarifier le schéma de notre champ, parce que sinon on peut avoir l'impression que tout le monde est un peu dispersé et c'est vraiment pas le cas. Alors, les plateformes d'expertise maladies rares, maintenant. Donc, la nouveauté du PNMR 3, donc ça a permis, en fait, donc c'est toujours dans la continuité d'être au plus proche de la personne malade ou de ses aidants, bien évidemment, enfin de ses proches. Donc, ont émergé des plateformes d'expertise maladies rares sur le territoire français. Donc l'objectif, voilà, c'était d'améliorer le parcours de soins et le parcours de vie des personnes malades. Et donc, en fait, sur le territoire qu'elle occupe, elle doit renforcer le rôle des filières de santé maladies rares et elle doit donner de la visibilité à la fois au centre de référence et à la fois au centre de compétences, ce qui permet aux malades d'être le mieux orientés possible. La mise en place de ces plateformes, elle a vraiment démontré que c'était important de créer du lien avec les dispositifs nationaux maladies rares qui existent, mais aussi avec les partenaires régionaux, puisqu'effectivement,
quand on est en Bretagne, on n'est pas en Nouvelle-Aquitaine. Et donc forcément, il y a une nécessité de prendre en compte l'ensemble des partenaires avec lesquels on va pouvoir travailler, toujours dans le même but, à savoir répondre au mieux aux besoins des personnes malades. Alors du coup, je vous donne un petit... Enfin voilà, vous avez la carte des 19 plateformes d'expertise maladie rare en France. Donc il y en a 4 en Outre-mer. Donc vous verrez, il y en a qui s'appellent, il y en a qui s'appellent pas. C'est des plateformes d'expertise maladie rare. Il y en a d'autres qui leur ont donné des noms. Et puis, donc moi, je vais vous faire juste une petite aparté sur la plateforme sur laquelle moi j'occupe un poste, parce qu'en fait, chaque plateforme, même si on a des objectifs qui sont communs, chacune peut travailler de manière un peu différente et structure aussi ses équipes de manière différente. Donc en Bretagne, nous, la plateforme s'appelle Rarebraise. Voilà, elle a décidé de s'appeler. On s'est dit, on ne va pas s'appeler que PMEMR. Donc, en fait, en Bretagne, on a 5 établissements hospitaliers. Et en fait, on a 128 centres de référence. Et alors, on a une grande chance, c'est que les 23 filières de santé maladies rares sont représentées sur le territoire breton. Ce qui est plutôt chouette. Et donc, il y a une équipe qui est sur l'hôpital de Rennes, le CHU de Rennes, et une équipe qui est sur le CHU de Brest. En présentation très rapide de l'équipe, mais en fait, c'était juste pour vous expliquer rapidement comment a été décidé de créer en fait cette équipe. Le souhait de la plateforme d'expertise en Bretagne était de créer en fait des binômes sur le territoire breton, donc sur les 2 sites dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc à savoir Rennes et Brest, pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des personnes malades. Donc il y a sur le site de Brest, donc on a Sylviane Pedenier, qui est bien évidemment la coordinatrice médicale, et donc dans l'équipe de la plateforme, on va retrouver une assistante de service social, donc Stéphanie, et une infirmière, Cécile, sur le site. Et de même à Rennes, donc avec Sylvie Audan, pardon, où on retrouve donc un assistant service social, donc Cédric, que vous allez voir bientôt dans un autre rendez-vous, qui est lui accompagné de Sonia. Et en fait, ce binôme d'assistants sociaux et d'infirmières permet vraiment une complémentarité dans les regards pour accompagner au mieux les personnes qui contactent en fait la plateforme. Ensuite, on a aussi, alors tout le monde n'est pas à temps plein, hein, je vous rassure, parce que sinon vous pourriez penser que la plateforme elle a énormément d'argent. On a aussi une chargée de parcours génomique, donc les anciennes conseillères en génétique, parce qu'elles ont changé de nom elles aussi, qui est sur la plateforme. Et puis on a bien évidemment la coordinatrice régionale, donc qui veille à ce que qui chapeaute voilà, l'ensemble de l'équipe et qui veille à ce que les missions qui nous sont octroyées soient respectées. Et puis il y a moi, mais voilà, moi je me suis déjà présentée, donc j'ai pas besoin de le faire une deuxième fois. Donc je vais aller assez vite, hein, mais donc voilà, les plateformes, bon là en l'occurrence je vous parle de la plateforme bretonne, mais la plupart, je vous dis, on est quand même sur les mêmes objectifs. Donc, elle est destinée à toute personne qui est concernée par une maladie rare, mais aussi à ses proches ou à ses aidants. Elle est aussi destinée aux associations de personnes malades. On a des permanences, par exemple, d'associations faites au sein du CHU qui peuvent accueillir des personnes qui viennent d'apprendre un diagnostic ou qui se déplacent lors d'une consultation, et donc ça permet en fait de rencontrer l'association. Elle est destinée bien évidemment aussi aux professionnels des centres de référence, aux professionnels du secteur sanitaire médico-social,
Je pourrais même rajouter aussi d'autres professionnels, parce que j'ai eu une demande il n'y a pas très longtemps d'une crèche et d'un centre de loisirs qui souhaitaient avoir des informations sur des pathologies parce qu'ils accueillaient des enfants en fait atteints de maladies rares et donc ils étaient un peu dans le questionnement sur est-ce qu'ils faisaient bien, pas bien. Alors l'objectif de la plateforme, ce n'est pas de répondre à toutes les demandes, c'est vraiment en créant ce lien avec tout ce réseau de proximité, de pouvoir faire intervenir les bons interlocuteurs. Là, par exemple, sur la dernière situation dont je viens de vous parler sur la crèche, là, l'identification des objectifs mettait en évidence qu'effectivement, ce qui était important, c'était d'avoir plus d'informations sur la pathologie et de répondre au mieux des besoins de l'enfant. Bah, l'idée, c'est effectivement de se mettre en lien avec l'association qui connaît parfaitement la pathologie sur le bout des doigts et qui est en pleine capacité de faire une action de sensibilisation à destination de ses équipes. Et puis après, bah, voilà, s'il y a d'autres besoins, on redéfinit ensemble de nouveaux objectifs et on voit comment on peut avancer. Mais voilà, l'objectif de la plateforme, c'est de répondre aux différents besoins du territoire, mais en allant chercher les bons interlocuteurs à droite, à gauche, parce que justement, une fois de plus, on est vraiment dans du travail collaboratif. Enfin, c'est vraiment important parce que personne n'est indispensable. Donc c'est vraiment nécessaire que chacun puisse trouver sa place dans le dispositif. Et puis après, l'ambition de la plateforme, c'est de promouvoir les expertises dans le domaine des maladies rares, de les orienter et de les soutenir, bien évidemment, de participer à l'amélioration des parcours de soins et de vie des personnes malades, parce que les situations évoquées sont quand même vraiment très très compliquées, de faire du lien entre les professionnels concernés et puis bien évidemment, et c'est ce que je disais tout à l'heure, de respecter les missions de chacun. Sinon on s'y perd et ça devient trop compliqué. Alors là, je ne vais pas les redéfinir, mais vous pourrez les lire si vous en avez envie. C'est les axes de travail de la plateforme d'expertise de Bretagne. Voilà, c'est les grandes ambitions que l'on peut avoir. Dans les acteurs incontournables. Alors vous allez dire, mais c'est pas possible, elle nous parle de plateforme d'expertise maladies rares et là elle nous parle de la plateforme, d'une nouvelle plateforme maladies rares. Alors effectivement, c'est la plateforme dont je vous ai parlé tout à l'heure quand je vous ai fait le récapitulatif entre les filières de santé maladies rares, les centres de référence et les centres de compétences. Et vous aviez la fameuse plateforme, la fameuse plateforme maladies rares. Donc la fameuse plateforme maladies rares, c'est un peu l'histoire, mais pas que. C'est vraiment tous ceux qui portent en fait la voix des malades. Donc c'est un rassemblement de plusieurs structures en fait qui sont là pour mener le combat, parce que c'est un combat, contre les maladies rares, et puis bien évidemment toujours dans l'objectif d'améliorer la vie des personnes qui sont atteintes et de leurs familles. Donc en fait, la plateforme maladies rares, elle est un peu unique, enfin en tout cas à l'international, on est un peu des modèles. Donc cette plateforme maladies rares, donc elle est située à Paris, et en fait elle regroupe les six logos là que vous avez sur la slide. Donc voilà, donc on retrouve Aurore 10. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît Aurore 10. Moi, pour faire simple, souvent je compare un peu à l'Alliance maladies rares, mais version européenne. Donc on retrouve Orphanet, qui est essentiel essentiel pour tout le monde, que ce soit pour les professionnels, les médecins, les personnes atteintes. Enfin voilà, c'est la référence, c'est l'outil de référence dans les maladies rares. La FM Téléthon, que vous connaissez tous, donc je ne vais pas non plus me pencher dessus. Maladies rares Info Service.
La Fondation Maladies Rares, qui intervient aussi pour tout ce qui va être des projets de recherche, etc. Et puis l'Alliance Maladies Rares, dont je vous ai parlé au tout début, qui regroupe et qui porte la voix des personnes atteintes de maladies rares. Donc là, je vous ai mis quelques slides pour représenter un peu voilà, Orphanet, la Fondation Maladies Rares avec ces différentes missions. Et puis Maladies Rares Info Service, particulièrement, puisque je ne sais pas si tout le monde le sait, le changement a eu lieu, c'était il y a, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'était il y a 6-8 mois, quelque chose comme ça, ou un peu plus. Je perds la notion du temps. Numéro en 0800, parce que jusqu'ici, à chaque fois, souvent les gens avaient même du mal à le retenir, parce que c'était un numéro ordinaire. Donc voilà, maintenant 0800 40 40 43, c'est mieux. Et puis avec l'importance aussi du forum, enfin de leur forum associatif et la possibilité de faire apparaître à la fois tout le réseau qui est structuré en France, mais aussi un forum à destination des associations où chacun peut avoir un encart et permettre aux gens d'avoir accès à l'information sur l'existence d'associations ou pas dans la pathologie qu'on vient de leur annoncer. Alors, qui dit maladie rare dit handicap rare. Alors, je vais essayer d'aller plus vite parce que je vois l'heure qui tourne. Alors, il y a une petite distinction entre handicap rare et la maladie rare. Alors, je vous laisse, comme je vous laisse le PowerPoint, je vous laisserai prendre connaissance de la définition du handicap rare qui a été écrite par la CNSA c'est en 2008, oui, c'est écrit sur mon PowerPoint. Donc, on est sur une rareté des publics. Enfin, ça répond vraiment à des critères bien précis, donc à savoir moins d'un cas pour 10 000 personnes, une rareté de combinaison de déficiences et une rareté de complexité de technicité dans la prise en charge. Donc, ce qui forcément induit des différences avec les maladies rares, parce que souvent on aurait tendance à se dire, alors du coup, maladie rare égale handicap rare, et ben non, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Par contre, nous avons des personnes atteintes de handicap rare qui sont atteintes de maladies rares. À titre d'information, alors je crois que j'avais dû le noter. Oui, voilà, en 2021, sur les personnes en situation de handicap rare, accompagnées par le réseau, donc 64% quand même, avaient une maladie rare. Mais c'est vraiment important quand même d'avoir en tête que c'est pas parce que le handicap est rare que c'est une maladie rare. Enfin, bon, et vice-versa. Je vous ai mis aussi des liens dans le diaporama. N'hésitez pas à aller les consulter parce que ça rajoute des choses. Donc, pour ce handicap rare, en fait, quand il y a eu quand ça a été contextualisé, quand il y a eu une prise de conscience de ce handicap, on s'est rendu compte que il y avait vraiment des enjeux qui étaient très complexes et qui nécessitaient en fait des accompagnements qui étaient très spécifiques. Et donc en fait, ça a fait un peu comme les maladies rares. Il y a eu une nécessité en fait de le faire remonter et donc de le faire remonter bien évidemment aux politiques pour qu'il y ait une prise en compte d'une fois de plus d'un enjeu de santé publique. Donc, ce qui a fait que on a réussi à mettre en place de nouveau encore, vous allez me dire mais c'est pas possible, on passe notre temps à ça en France, mais en tout cas à structurer le champ du handicap rare pour justement faciliter une fois de plus le parcours des personnes atteintes. Et c'est vrai que là, en allant vers le handicap rare, vers le RHR, enfin tous ces sigles un peu le CNRHR, etc., que je vais essayer de détailler, mais très succinctement, on tend à aller là vers le parcours de vie. Donc, on est entre le parcours de soins et le parcours de vie.
Alors, donc il y a eu effectivement 3 schémas nationaux pour les handicaps rares. Donc en fait, on se retrouve avec nos 3 PNMR, hein, sauf que là, ce sont pas des plans nationaux, ce sont des schémas nationaux et qui sont vraiment dédiés aux handicaps rares et qui ont permis en fait de mettre en évidence euh, des cadres d'intervention qui sont spécifiques aux handicaps rares. Donc le premier, je vais aller très vite, hein, le premier en fait, il a il a permis en fait de créer, donc en fait, il existait en expérimentation ce qu'on appelle des centres nationaux de ressources handicap rares existants, donc le fameux CNRHR. Et donc en fait, il y a un 4e CNRHR qui a été créé et donc qui était d'ailleurs spécifique à l'épilepsie. Et donc l'objectif de ce premier schéma national, c'était de créer un GNCHR, donc un groupement national de coopération handicap rare, pour pouvoir mutualiser ce qui se passait dans les CNRHR. Donc, si je compare, je ne devrais pas comparer, mais si je compare, ça fait un peu le GNCHR, on va être sur le centre de référence, et puis les CNRHR, on va être sur des centres de compétences. Enfin, voilà, je le résume comme ça, mais c'est vraiment pour essayer de visualiser. On a voilà quelqu'un en haut qui va être vraiment sur euh, la mutualisation et la coordination en fait des différents centres. Et puis on a les centres nationaux qui sont spécifiques au handicap rare. Le deuxième, lui, alors bon, on est toujours dans une continuité d'action, hein, voilà, et ce sur quoi je vais un peu plus m'appuyer, c'est la création des premières équipes relais handicap rare, donc les fameux ERHR, qui ont été créés donc dès 2014 pour là être vraiment au plus proche, une fois de plus, des personnes sur le territoire. Donc là, on pourrait peut-être les comparer aux plateformes d'expertise maladie rare, je ne sais pas. Et puis le troisième schéma national, donc qui n'est pas encore terminé puisqu'il se termine en 2025, hein, qui vient toujours accentuer et préciser, apporter toujours de la précision dans cette prise en charge du handicap rare, avec vraiment une notion forte de parcours de vie. Et d'ailleurs, la démarche est intitulée hein, une réponse accompagnée pour tous. Voilà. Pour finir sur le RHR, donc le RHR, ce sont des dispositifs, enfin oui, c'est des dispositifs donc d'information, de conseil, d'orientation et de coordination. Donc qui s'adressent vraiment aux personnes qui sont atteintes d'un handicap rare. Donc ce qui veut dire que si la maladie de notre proche ou de nous-mêmes relève du handicap rare, on ressort bien évidemment du dispositif de l'ERHR. Donc ces équipes, elles sont organisées en région aussi. Donc il y a 13 équipes. Et donc leur objectif, toujours pareil, c'est de trouver des réponses et des solutions sur les territoires de vie des personnes. Donc elles élaborent des stratégies d'intervention globales et adaptées aux besoins de la personne et de l'orienter avec sa famille vers le bon interlocuteur et vers les ressources bien évidemment qui sont compétentes. Et après, en fonction, c'est un petit peu comme les plateformes, en fonction des équipes de l'ERHR, on va retrouver des professionnels très très diversifiés. On peut retrouver des ergothérapeutes, des éducateurs spécialisés, il y a les référents de parcours, ça c'est sûr. Enfin, donc les équipes sont assez variées, aussi en fonction des budgets, on le sait. Enfin, et puis aussi en fonction des partenariats mis en place et de leur manière de fonctionner. Donc pareil, je vous ai mis un lien internet où vous pourrez aller regarder le petit dépliant qui présente le RHR, etc. Donc voilà le RHR présenté sur le territoire. Donc j'y vais vite. Hein. De toute façon, je vous ai dit qu'il y en avait 13. Ça vous donne une idée de comment ils sont implantés.
Voilà, alors pour conclure, je dirais juste qu'on a un champ qui est hyper structuré en France, mais ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, et il faut vraiment avoir à l'esprit on est vraiment un pays pionnier dans les maladies rares. Alors, je vous ai pas du tout parlé des autres enjeux clés, hein, puisque c'était pas l'objectif de ce webinaire, même si voilà. Tout ce qui va concerner la BNDMR, le plan France médecine génomique, les ERN, enfin c'est des choses hyper importantes et qui ont été développées dans les plans nationaux maladies rares, et c'est des choses qui ont vocation à se développer toujours et encore plus. Mais voilà, c'était pas l'objectif d'aujourd'hui, parce que alors déjà je vous ai pris presque 1 heure de votre temps, alors je crois que je vous en aurais pris 2. J'ajoute aussi qu'effectivement, cette structuration du champ, c'est vraiment une organisation, mais qui est toujours en constante amélioration, mais vraiment pour répondre à une politique de santé publique qui est majeure. D'ailleurs, j'ai oublié un E à majeur, excusez-moi. Et c'est aussi ce qui nous tend vers le plan national maladie rare 4. L'objectif, c'est vraiment d'être toujours plus efficient. Et puis dernière chose, le parcours de soins, une fois qu'il est mis en place, une fois qu'il est maîtrisé, une fois qu'on sait qui fait quoi et vers qui je peux m'orienter, et une fois que j'ai la personne identifiée, ressource, référente du parcours de soins, et ben c'est quand même beaucoup plus facile de se concentrer sur le parcours de vie. Donc voilà, pour l'illustrer, ça montre bien que voilà, on a tout le parcours de soins là qui est en haut à gauche, pardon. Et puis bah on a tout le reste en fait. Donc c'est essentiel d'avoir vraiment une connaissance du réseau et une connaissance de vers qui je m'oriente, et de la prise en charge optimale pour pouvoir ensuite être sur sur les autres champs d'action en fait qui font partie de la vie, enfin, du parcours de vie du malade, quoi. Donc on retrouve, je pense que ça c'est un schéma que vous avez déjà dû voir, parce que beaucoup de personnes l'utilisent dans les interventions. Je vous ai aussi fait une liste non exhaustive, hein, bien sûr, mais des établissements médico-sociaux avec tous les jolis acronymes qu'on connaît. Il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, j'ai fait au mieux. Et voilà. Et puis j'ai une deuxième conclusion, je ne sais pas pourquoi. Ma deuxième conclusion, je ne sais pas pourquoi c'est écrit conclusion, c'est pas grave. Voilà, je vous remercie à tous. Je suis désolée, j'ai été un peu longue. Et puis je reste à votre disposition pour vos éventuelles questions.